Je vais maintenant passer la parole, puisque nous réservons, si vous voulez bien, les questions, voire le débat, après la deuxième intervention. Donc, j'ai la joie de recevoir Pascal Griner, qui a eu la chance, la veine, de faire sa thèse avec Francis Haskell, qui est malheureusement, qui n'est plus parmi nous, mais ça, évidemment, nous y pensons souvent, à ce grand historien de l'art anglais. Vous êtes professeur à l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie, et non pas d'archéologie comme on dit chez nous, de muséologie à l'université de Neuchâtel. Vous avez écrit de très nombreux textes, un très beau livre qui s'appelle La République de l'œil, aux éditions Odile Jacob, je crois, en 2010. Et si vous aviez quelques curiosités de suivre notre brillant historien de l'art, il est invité au Louvre cette année, en 2017. Je fais un petit peu de publicité pour nos confrères donc, du musée du Louvre, qui s'intéressent aussi beaucoup à la recherche. Merci beaucoup, Laurence, pour cette présentation très généreuse, pour cette publicité très bienvenue. Effectivement, c'est mon grand projet de cette année, la Serre du Louvre. Un grand merci à Scarlett Reliquet pour cette invitation qui me fait extrêmement plaisir. Permettez-moi de commencer par un souvenir. Enfant, j'étais régulièrement invité à la campagne par ma grand-tante. Dans son salon, dont on retirait les housses en de rares occasions, les rideaux de dentelle reproduisaient la composition de l'Angélus de Millet. Vivant à Paris à cette époque-là, je reconnus immédiatement le chef-d'œuvre traduit en broderie. Ce fut ma première rencontre avec la gloire internationale de l'art français. En effet, même une fermière helvétique qui ne connaissait pas Paris, ma grand-tante, savait que cette composition détenait une valeur presque sacrée qui sanctifiait sa demeure tel un crucifix. Et de fait, qui dans le monde ne connaît l'Angélus de Jean-François Millet, un des trésors incontournables conservés ici? À nos yeux, cette œuvre s'impose en emblème tout trouvé du XIXe siècle, en compagnie du Déjeuner sur l'Èbre de Manet et de la Porte de l'Enfer que Rodin a laissé inachevé. D'où ma question, comment un tel tableau devient-il une star muséale, pourrait-on dire, selon quel fonctionnement? Car en 1857, quand l'Angélus est commencé par Millet, ce tableau n'est qu'une petite œuvre de genre encore inachevée, jugée indigne de paraître au salon et dont le commanditaire oublie même de prendre livraison. Cet Américain, que vous voyez ici sur la gauche du daguerreotype, ici à droite, s'appelle Thomas Gould Appleton, un riche fils d'industriel qui exerce de temps en temps comme avocat. Homme excentrique, Appleton estime que les vacances devraient être presque perpétuelles. Moi, j'aime beaucoup cela. Une théorie qui fait rire ses contemporains assoiffés par le profit. Pour donner l'exemple, il effectue un voyage à Paris chaque année, depuis New York, sur son propre yacht, évidemment. Il aime les artistes, il rêve d'être écrivain. Faute d'y parvenir, il marie sa sœur au poète Henry Wadsworth Longfellow. En France, cet Américain atypique visite les artistes, le salon. Mais Appleton s'y connaît en peinture. Il participe à la fondation du Musée des Beaux-Arts de Boston. Contrairement à plusieurs compatriotes de sa génération, il pense que le meilleur de la production française ne s'expose pas forcément au salon officiel. Pourtant, l'excentricité du personnage est certaine. On ne comprend pas que ce commanditaire de souche protestante, même extrêmement dur, ait vibré pour un sujet éminemment catholique, tel que défini par l'artiste, je cite la description par Millet de son œuvre, un homme et une femme interrompent leur travail pour réciter l'Angélus, prière du soir. Fin de citation. Or, cette prière, les réformés américains, comme européens d'ailleurs, l'ont rayée des rites. Bref, Gould Appleton oublie sa commande et laisse Millet avec un invendu sur les bras lorsqu'il termine l'Angélus en 1859. Je vais maintenant suivre la dessinée de ce tableau à partir de 1859 jusqu'à 1868. C'est la première phase. Dans cette première phase, Millet demeure un artiste tout d'abord confidentiel, plutôt marginal, et dont les convictions républicaines ne rassurent pas la bonne société. Lorsqu'il expose son Homme à la houe au salon de 1863, le critique Théophile Torrey-Burgère, qui est un
immense connaisseur, grand spécialiste de Rembrandt également, était un républicain hostile à Napoléon III et que ses convictions politiques d'ailleurs ont condamné à l'exil à Bruxelles, s'exclame que l'artiste a renoncé au romantisme de la campagne pour représenter, je cite ici Doré Burgère, un simple mécanisme de production, c'est-à-dire une vision matérialiste de la production, du capitalisme triomphant, avant d'ajouter, je cite encore ici Doré Burgère, représenter des casseurs de pierre, des bêcheurs et autres condamnés à de rudes travaux, n'est-ce pas déjà une attaque indirecte aux classes qui jouissent de tout sans rien faire? Fin de citation. La position de Millet s'améliore cependant grâce à l'infléchissement libéral du Second Empire, à ce que j'appellerais une historiographie officielle mercantiliste. En effet, les expositions universelles de Paris comportent une vaste mise en scène de l'école française élaborée par l'État. Cette représentation de l'école, autrefois simplement symbolisée par Jacques-Louis David et ses disciples, devient au fil du siècle très difficile à représenter de manière cohérente. Déjà à l'exposition universelle de 1855, Delacroix et Ingres avaient été placés en exergue comme pour montrer que la France pouvait assurer la gloire à des artistes que tout opposait l'un à l'autre, Delacroix et Ingres. On ne peut pas faire plus différent. En 1867, la doctrine officielle de l'État s'infléchit dans un sens utilitariste et syncrétique. Est exposé par la France comme membre de l'école, entre guillemets, tout artiste auquel on reconnaît une grande qualité qui se vend en France et à l'étranger. Et Millet entre gentiment, lentement, dans ce groupe. Il expose alors La Grande Bergère d'Orsay, La Mort et le Bûcheron, un tableau allégorique qui plaît pour sa dimension morale, proche d'une peinture d'histoire, l'Angélus et les fameuses Glaneuses. Il reçoit la Légion d'honneur l'année suivante. Cette reconnaissance s'adresse surtout aux peintres, à la facture précise, presque classique, mais aussi à un artiste qui, contrairement à Courbet, ne donne pas dans la provocation face au régime en place, qui est celui de Napoléon III. L'Angélus est alors interprétable par le pouvoir comme une peinture qui célèbre la puissance de la religion dans les campagnes. Rappelons que Gustave Courbet, qui développe une stratégie de confrontation directe avec l'autorité pour s'offrir gratuitement la publicité du scandale, peint un retour de la conférence qui bafoue directement la réputation du clergé. Vous voyez ici des curés en goguette, c'est un tableau qui a été détruit, qui n'existe plus, mais qui a fait un scandale absolument énorme au moment où il a été présenté. Il était, paraît-il, refusé au Salon des Refusés. Donc c'est vraiment, si vous êtes refusé au Salon des Refusés, c'est que ce n'est pas très bon pour vous quand même. Et il va exposer ce tableau à Gand en 1868, dans un pays où, à ce moment-là, l'anticléricalisme était assez fort. Donc il a eu un certain succès et sous le titre de curé en goguette. Donc, le titre est non ambigu. Passons maintenant au côté des ventes. Côté vente, les choses commencent lentement également. Oublié par son premier commanditaire, comme je l'ai dit, l'Angélus va donc faire son chemin dans le commerce et les nombreuses transactions qui l'entourent attestent un intérêt spéculatif, mais que tempère une relative désaffection pour le tableau. Deux éléments méritent d'être soulignés. 1. Les premiers à soutenir ce tableau sont des collectionneurs et artistes belges. Rappelons qu'à cette époque, la Belgique compte énormément dans le club des grands pays industriels et l'argent y coule à flot. Mais surtout, les collectionneurs flamands et wallons apprécient l'école réaliste française moderne, digne descendante de l'école flamande et hollandaise du XVIIe siècle dans sa mouvance la plus respectueuse du réel. Les acteurs de ce marché sont des artistes belges relativement modestes, en général des peintres qui arrondissent leurs revenus en négociant des tableaux de leurs collègues. En 1860, le peintre belge Victor Papleux, installé à Barbizon, aperçoit l'Angélus dans l'atelier du peintre Narcisse Dias qui l'expose. Il l'acquiert pour environ 1000 francs or, une somme appréciable quand même, c'est à peu près 50 000 € actuels. L'Angélus est vite revendu à Jules Van Praet, dont vous voyez ici le portrait à gauche, un ministre du roi Léopold de Belgique, puis à Paul Thès, à un collectionneur qui possède justement des maîtres hollandais et flamands du XVIIe siècle et des toiles de l'époque et de l'école de Barbizon. Cependant, ce dernier ne semble pas très satisfait de l'œuvre qu'il cède rapidement. Puis le tableau migre chez Émile Gavet, dont vous voyez ici l'intérieur, un grand amateur de Millet et collectionneur d'objets médiévaux et de la Renaissance. Gavet
également s'en saisit très tôt, dès 1865. Donc, durant cette phase, le tableau de Millet est acquis par des amateurs de son œuvre, mais presque tous décident que ce tableau ne ressemble pas assez à un Millet. C'est le deuxième argument. C'est un tableau de Millet qui ne ressemble pas à un Millet. La raison en est simple. Pour ces collectionneurs, un sujet trop évidemment religieux ne correspond pas à la typologie d'un Millet, dont ils préfèrent les pages plus indirectement symboliques et moins connotées par le catholicisme. Le thème qui avait rendu Millet acceptable au gouvernement de Napoléon III rejette soudain le petit tableau aux marges de l'œuvre de Millet, telle que ses collectionneurs imaginaient cette dernière. Dès 1869 s'ouvre une deuxième phase qui va de 1869 à 1881. L'œuvre est alors reprise par le marché de l'art français, un marchand, Francis Petit, puis la galerie Durand-Ruel. Il s'agit non plus de petits intermédiaires, mais de marchands qui défendent une vision plutôt moderniste de l'école française et qui sont prêts à payer cher pour décrocher des spécimens de valeur. Durand-Ruel est de fait le premier marchand qui voit en cette œuvre non un mouton noir dans l'œuvre de Millet, mais une pièce centrale. Durand-Ruel, cependant, doit encore convaincre son monde. Il tente de placer l'Angélus chez un autre Américain, un propriétaire de mines de cuivre extrêmement riche qui s'appelle Quincy Adams Shaw, qui possède un appartement à Paris. Mais ce dernier, qui aime pourtant beaucoup Millet, n'apprécie donc pas du tout cette œuvre et il n'achète pas. Enfin, en 1872, le marchand parvient à céder l'Angélus avec un bénéfice modeste, 8 000 francs or, à John Wilson, un industriel belge de Bruxelles. Cet homme correspond entièrement à la typologie du collectionneur belge épris de l'école réaliste moderne. D'ailleurs, il possède de très beaux tableaux du siècle d'or hollandais, mais aussi des maîtres de l'école anglaise. Son conseiller principal est aussi un très grand connaisseur de l'art flamand, Étienne Leroy, un ancien restaurateur qui, en 1854, avait traité la fameuse descente de croix d'Anvers de Rubens avant d'entamer une glorieuse carrière de commissaire-priseur. C'est un commissaire-priseur très riche à cette époque-là. Il a abandonné son travail de restaurateur. Ce qui aide Wilson à apprécier l'Angélus, c'est aussi le contexte de l'après-1870. Pour le comprendre, rappelons qu'en 1873, Léon Gambetta, un républicain célèbre, visite la galerie Wilson à Bruxelles et s'arrête devant l'Angélus. Sa réaction mérite d'être commentée. Je cite : « La peinture, ainsi comprise, cesse d'être un pur spectacle. Elle s'élève et prend un rôle moralisateur, éducateur. Le citoyen passe dans l'artiste et avec un grand et noble tableau, nous avons une leçon de morale sociale. » Fin de citation de Gambetta. Un ami de Gambetta, Jules Clarecy, note que l'homme d'État s'intéresse aux paysages et aux peintures militaires. On comprend bien la notion patriotique qui préside en quelque sorte à ce type de choix. Voici un témoignage qui exemplifie la lecture républicaine de Millet. Le paysage français devient alors un symbole de la France éternelle et une allégorie rassurante du pays que les révolutions ont bouleversé. Curieusement, cette œuvre qui célébrait un rite antique, la prière de l'Angélus, est alors lue comme l'icône même du culte national dans sa dimension primordiale, la célébration de la mère patrie et de son corollaire, le culte des morts. Et comme le dit si bien Gambetta, l'artiste Millet n'est grandi que parce qu'en lui, le citoyen a mis le peintre à son service. Et maintenant, j'examine la dernière phase qui est la plus excitante dans sa folie, qui est celle qui couvre les dates de 1881 à 1910, lorsqu'il atterrit, 1909-1910, quand il atterrit dans les collections nationales. La dernière phase se caractérise par une valorisation financière stratosphérique du tableau, assurant le rayonnement international de ce qui est devenu une icône. Ce mouvement intervient dès 1881. Le 11 mars 1881 est vendue la deuxième collection Wilson. En effet, John Wilson, ce Belge de Bruxelles, ne répugnait pas à agioter non seulement avec des actions, mais avec des tableaux. Il vendait régulièrement des tableaux pour se refaire une collection. Et un ami proche de Gambetta, l'industriel Eugène Secrétan, donc pour des raisons de copyright, je ne peux pas vous donner le portrait,
lève la main à la fin des enchères. Il emporte l'Angélus pour l'immense somme de 160 000 francs or. La spéculation s'affole. Ce crétan vend aussitôt l'Angélus au marchand d'art Georges Petit. Il n'est pas sûr que ce tableau lui convient, et le lui vend pour 200 000 francs or. Donc il fait encore un immense bénéfice. Et ce pourcentage est effrayant. Mais ensuite, il se ravise et rachète l'œuvre à Petit, qui lui renvoie évidemment l'ascenseur. Le prix, alors, atteint royalement 300 000 francs or, c'est-à-dire entre 15 et 20 millions d'euros actuels. En l'espace de quelques semaines, le tableau est devenu une valeur de spéculation inouïe. Pour comprendre ce qui se passe durant ces années folles, il faut s'enquérir des acteurs de cet agiotage. Dans une belle monographie récente sur ce crétan, Pamela Gerda a retracé le portrait de cet homme, un ouvrier sans diplôme aucun, qui, à la force du poignet, se transforme en brillant spécialiste de l'extraction comme de la fonte des métaux. Autodidacte, il se hisse au sommet de la hiérarchie commerciale de son temps. À l'époque de son acquisition de l'Angélus, ce magnat compte déjà parmi les hommes les plus riches de France. Mais c'est aussi un spéculateur qui a manipulé les cours mondiaux du plomb et de l'étain avant de s'attaquer au cuivre. Ce crétan conçoit une admiration sans borne pour les États-Unis. C'est lui qui, apprenant qu'Auguste Bartholdi entreprend une immense statue de la liberté destinée à Ellis Island, lieu d'arrivée des migrants à New York, décide de fournir gratuitement le cuivre nécessaire à confectionner la figure. Cette statue sera inaugurée en 1886. Même s'il impose que son geste reste anonyme, ce crétan sait que toute la France connaît l'auteur du don. Et ça ne fera évidemment pas l'ombre d'un pli, son nom est répandu dans tous les journaux. La statue n'est pas coulée, mais formée de plateaux de cuivre mis en forme par martelage, puis rivetés. Belle réclame pour ce producteur de cuivre. De plus, ce type de sculpture est alors très rare. La plus grande statue exécutée selon ce procédé, qui était très connue jusqu'au XIXe siècle, que je vous montre à droite, est alors celle du cardinal Charles Borromée, haute de 30 mètres et érigée à Arona, en Italie du Nord. C'est un chef-d'œuvre de la propagande créée par la Contre-Réforme. En un sens, la Statue de la Liberté peut se comprendre comme une œuvre de propagande en faveur du capitalisme américain et de ses valeurs. Voici un pays où un homme peut se faire tout seul, un self-made man, comme on les appelle, et susciter immédiatement le respect social. Ce crétan admire des financiers de la trempe de l'américain Jay Gould, qui en 1869 a fait une fortune colossale uniquement en manipulant le cours du lingot d'or. En 1886, l'année même où la Statue de la Liberté est inaugurée à New York avec le cuivre de ce crétan, ce dernier décide d'acquérir toutes les mines de cuivre accessibles et de réserver la production mondiale du métal sur 2 ans. C'est d'une spéculation gigantesque. Tout d'abord, le cours réussit et le prix du cuivre augmente dans le monde de près de 100%. Cette opération risquée, qui réclame la constitution d'un immense consortium bancaire propre à livrer des fonds d'investissement, c'est à peu près 1,5 milliard de francs or qu'il lui a fallu réunir avec des banques, beaucoup de banques suisses, la banque Hensch, etc., les Rothschild, évidemment, finira par un crash gigantesque, le fameux crash des cuivres, et par l'emprisonnement de ce crétan. L'achat, puis le rachat de l'Angélus, qui triple sa valeur en quelques semaines, relève sans aucun doute d'une causalité complexe. Tout d'abord, le prix supérieur qu'il accepte de payer à la deuxième transaction permet de valoriser le reste de sa collection d'œuvres modernes. L'accroissement artificiel de la valeur opéré sur l'Angélus rejaillit sur la peinture moderne, devenue un marché aussi attractif que celui des maîtres anciens. Ils commencent à dépasser leur cote. Et donc 1881 marque un moment capital de ce renversement. Mais surtout, ce crétan assoit à l'extérieur l'image de sa propre fortune. Un homme qui paye de telles factures doit logiquement posséder une richesse inconcevable. Or, à cette époque, ce crétan emprunte beaucoup aux banques. Ces achats somptuaires créent en quelque sorte l'image glorieuse de sa solvabilité. D'autre part, ce crétan sait qu'aux USA, la consommation des biens de luxe constitue l'assise même sur laquelle l'image d'un grand bourgeois se constitue de manière agressive. Dans un environnement compétitif, elle impose brutalement l'image d'une force sociale à respecter. En France,
Secrétan n'est rien pour les élites anciennes. Il semble qu'il a été vraiment snobé. Et aux États-Unis, Veblen, un grand économiste Veblen, qui a écrit la théorie de la classe de loisirs, qui est vraiment la grande théorie sur la consommation excessive comme instrument social, en 1899, oppose ce qu'on appelle les nobs, c'est-à-dire des riches qui ont hérité de longue date une fortune, à ce qu'on appelle les swells, c'est-à-dire des riches qui ont constitué leur fortune en une seule génération. Et de ce point de vue-là, Secrétan est véritablement un swell, selon Veblen. La tactique sociale de Secrétan ne s'arrête pas là. Français, il sait que l'un des plus grands instruments de légitimation sociale s'obtient par le don de sa collection au Louvre. Le Palais des Rois peut servir de mausolée symbolique, de monument mémoriel à sa gloire. Dès la fin des années 79-80, Secrétan a exprimé publiquement l'idée qu'il désirait léguer sa collection au Louvre. Il possédait, je rappelle, 2 Vermeer, dont je vous en montre un, et un superbe Frans Hals, et beaucoup de beaux maîtres anciens. Mais il possède également des œuvres modernes au contenu patriotique. Sa pièce maîtresse, à cet égard, est Les Cuirassiers de 1805 de Meissonnier, qui se trouve aujourd'hui à Chantilly. Le don escompté au Louvre de l'Angélus, comme de toute la collection Secrétan, dessine une configuration capitale, celle d'un homme nouveau socialement qui tente de pérenniser sa gloire en s'offrant une place dans le panthéon national. Pour ces milliardaires que la haute société n'a sans doute jamais totalement intégrés parmi ses membres, il ne suffit plus de vivre noblement, ni d'accumuler des châteaux et des galeries de tableaux. Il faut laisser un monument à sa gloire dans un pays républicain où un certain nombre d'institutions pérennes, l'Institut de France, le Louvre, ont une vertu similaire dans l'État laïque à l'institution ecclésiastique qui gérait les fondations de Metz à perpétuité sous l'Ancien Régime. Ce rêve social de Secrétan s'écroule avec sa faillite en 1889, l'année même de l'Exposition universelle et du centenaire de la Révolution. Or, l'Exposition universelle comporte encore une fois une rétrospective centennale de l'art français, où cette fois-ci, Courbet et Millet occupent une place en bonne vue. En cette année anniversaire de 89, Millet est devenu un chantre de la France nouvelle, et la spéculation sur l'Angélus, qui a suscité un intérêt soutenu dans la presse, transforme le petit tableau de 1859 en une icône nationale, en patrimoine collectif que seul le plus grand musée national devrait posséder. À la vente Secrétan, le ministre des Beaux-Arts, Antonin Proust, va tenter de réunir la somme nécessaire pour la participation aux enchères. Le Louvre aimerait acquérir 3 œuvres au moins à cette vente, un Vermeer célèbre, un magnifique Frans Hals que je vous ai montré, et l'Angélus, dont on escompte le prix à environ 300 000 francs or, la somme que l'avait payée Secrétan. C'est un montage où le privé et le public sont mélangés de manière très bizarre. Hélas, les enchères s'envolent et Proust, au nom de l'État, doit miser jusqu'à 553 000 francs or pour l'Angélus. Le problème, c'est que cet argent, Antonin Proust ne l'a pas. Son enchère est conditionnelle, car liée à la ratification ultérieure par le Parlement, qui, hostile à Proust, lui refuse la subvention nécessaire. Au terme d'un véritable coup de théâtre, c'est une très riche société américaine, l'American Art Association, dirigée par James Sutton, qui règle l'addition et emporte l'acquisition de l'Angélus aux États-Unis. Cet épilogue est vécu en France comme une humiliation terrible. Il faut rappeler que l'American Art Association et son directeur Sutton avaient sauvé le marchand Durand-Ruel de la ruine 3 ans auparavant. Ce dernier ne parvenait pas à trouver un public fortuné auquel vendre ses peintres impressionnistes. Sutton lui suggéra alors d'emmener 300 tableaux de cette école à New York et de les montrer au public américain. Cette exposition, dont le succès avait été retentissant, attestait que la riche clientèle américaine, moins entravée par les préjugés, avait su comprendre, avant la France, l'impressionnisme. L'opération qui a sauvé Durand-Ruel de la ruine et qui lui a assuré une trésorerie florissante dès cette date est tout à fait importante. L'acquisition de l'Angélus, 40 ans après qu'un collectionneur américain l'a refusé, je vous l'ai montré au tout début, montre aux Français qu'à ignorer la valeur de leur patrimoine, ils laissent partir des joyaux nationaux aux États-Unis. Les grands collectionneurs, comme
le banquier Morgan, par exemple, dont je vous montre ici une très jolie caricature, pille alors l'Europe, les mains pleines de dollars, et ce mouvement qui s'accélère cause une véritable conscience patrimoniale en Europe et accentue la pression sociale sur les musées. Morgan a tellement d'argent qu'il envoie sa conservatrice, Bella d'Acosta Green, faire des emplettes en Europe. Elle a un chéquier libre, donc elle signe des chèques comme ça, pour tout ce qu'elle veut. C'est absolument incroyable. Ça suscite une terreur totale auprès des musées européens. C'est en 1890, à peine une année plus tard, qu'un autre self-made man et grand magnat du commerce français, Alfred Chauchard, venge l'honneur de la France en rachetant l'Angélus à son propriétaire américain. Le prix, alors, atteint 800 000 francs or, c'est-à-dire presque 50 millions d'euros actuels. Comme secrétant, Chauchard achète cher et il aime que cela se sache. Mais contrairement à Secrétan, le richissime propriétaire des magasins du Louvre ne ratera pas son don au Louvre. À sa mort, il lègue par testament sa collection de tableaux, en grande majorité des œuvres de l'école de Barbizon, à l'État, à condition qu'elles soient exposées dans une salle à son nom et comportant 2 portraits de lui, un sculpté, c'est celui que je vous montre, et le portrait peint que vous avez ici, le fameux portrait de Benjamin Constant. Le don transforme la salle du Louvre en monument funéraire qui double la tombe de Chauchard construite au cimetière du Père-Lachaise. Davantage, il intègre le nom de Chauchard à la grande lignée des rois. Vous voyez ici un ouvrage qui était publié par les magasins du Louvre et qui représentait les chefs-d'œuvre du musée du Louvre en photogravure. Et vous voyez ici une chose extraordinaire. Vous avez des monogrammes qui sont apparemment des monogrammes royaux. Hein, François, Henri, vous avez même la devise tronquée de Henri III. Hein. En fait, il s'agit des initiales de Chauchard. Vous avez en dessous les fameuses initiales de Diane de Poitiers, maîtresse royale, et bien entendu le vice royal. Donc, la page de titre, si vous voulez, incorpore totalement la force symbolique du nouveau parvenu et celle du Louvre comme tombeau royal, si vous voulez. Et ce qui me semble très très intéressant, c'est le fait que la devise de Henri III, Manet ultima coelo, hein, la couronne céleste est au-dessus des autres, soit tronquée par Chauchard et devienne véritablement sa propre devise, hein, c'est-à-dire le don au Louvre. Le Louvre, c'est ce qui est la dernière chose qui reste en quelque sorte, c'est la dernière couronne du citoyen, et par son don, il acquiert cette couronne. Donc c'est une tentative, évidemment, d'un orgueil assez inouï. Le don de Chauchard a été très très bien négocié, entre autres contre l'attribution de la Grande Croix de la Légion d'honneur, qui fait d'un commerçant comme lui le haut membre d'un ordre de chevalerie égal des maréchaux de France et des plus grands dignitaires de l'État. Mais surtout, Chauchard s'est littéralement identifié à l'image du sauveteur de l'Angélus. Aux visiteurs de sa galerie, paraît-il, il offrait un jeton de métal comportant une imitation du tableau en bas-relief. Chauchard se considère comme le sauveteur du patrimoine français menacé par les Américains, mais aussi comme un visionnaire. N'a-t-il pas reconnu la valeur de l'art contemporain français et arraché aux concurrents d'outre-Manche la gloire d'avoir sauvé son plus grand trésor? Enfin, Chauchard ordonne pour lui-même des funérailles gigantesques pour qu'elles ressemblent à des funérailles nationales, anticipant ainsi une reconnaissance de la nation à son bienfaiteur. Mon ancienne assistante, Mme Guerdin, a retrouvé et publié pour la première fois le testament de Chauchard. Et au départ, il voulait même que les tableaux qu'il donnait à l'État accompagnent son catafalque, pour que véritablement tout le monde sache quels étaient les dons qu'il avait faits à la France. Vous imaginez. Alors, les problèmes de conservation ont évidemment été très importants. Alice, je pense, aurait tremblé à cette idée. En conclusion, permettez-moi de mettre en perspective cette folie de la dépense somptuaire à vocation hautement symbolique et dont l'Angélus a été le symptôme le plus dramatique. Vous voyez, on part de 1500 francs or
à 800 000 francs or, à une époque où la stabilité du franc or au XIXe siècle est extraordinaire. Donc la comparaison est absolument parfaite, il n'y a pas d'effet d'inflation. Cette politique de l'effet social caractérise par son ampleur comme par sa rapidité le XIXe siècle. Elle permet à des grands aristocrates, comme le comte Boniface de Castellane, qui avait épousé la fille du spéculateur américain dont je vous ai parlé, Jay Gould, de faire construire un palais rose dont le grand escalier imitait le grand escalier des ambassadeurs de Versailles. Vous avez ici la reconstitution. Par ce geste faramineux, Castellane, avec de l'argent américain, nie la Révolution et prétend revivre un passé que 1789 a pourtant réduit en cendres. Un duc d'Aumale reconstruit Chantilly et le remplit de chefs-d'œuvre pour composer un immense livre à la gloire de la famille d'Orléans et de la famille de Condé. Pour cet homme dont l'épouse est morte jeune et qui a perdu tout héritier, le don de son palais à l'Institut de France n'est pas seulement le don d'un musée, c'est le don d'un livre d'histoire à sa gloire que l'État devra conserver pour l'éternité, compensation muséale d'une carrière que la Révolution de 1948 a réduite à néant et d'un lignage que la mort a tranché vif. Ces deux hommes, le comte de Castellane, le duc d'Aumale, ont un nom. Ils ont des ancêtres, leurs dépenses puisent sa force symbolique dans des formes historiographiques vénérables. Bref, leur famille possède déjà un grand récit propre à charger de sens les monuments qu'ils érigent. En face de ces hommes, on compte des Chauchards, les Iflas, dont vous avez le portrait ici à gauche, un agent de change qui partit de rien, d'une famille extrêmement pauvre, qui devient littéralement milliardaire. Il va faire construire des dizaines de synagogues en France et même en Suisse. Celle de Lausanne a été offerte par lui. Il a offert entre autres aussi la Jeanne d'Arc de Frémier sur la place des Pyramides. C'est un homme d'une richesse extraordinaire. Et ces hommes partis de rien n'ont pas d'histoire ancestrale à raconter. Pour asseoir la mémoire de leur nom, il se faut construire tout d'abord de magnifiques tombeaux. Vous avez ici le tombeau de Chauchard avec la fameuse statue dont l'autre équivalent est ici, qui était au musée du Louvre, et puis vous avez la tombe de Ifla avec le Moïse de Michel-Ange. Deuxièmement, ces deux hommes prennent possession de joyaux patrimoniaux au lourd passé historique et les réinvestissent symboliquement à leur bénéfice. Chauchard achète le pavillon de Madame, sœur de Louis XVI, et le rebaptise pavillon Chauchard, avant de le donner, et Ifla offre le château de la Malmaison, le sauve, le restaure et le donne à l'État, mais demande que devant le château de la Malmaison soit construite un bâtiment dans lequel sera exposée la collection Ifla, Osiris. Donc les deux collections se font face. C'est une mise en scène qui associe le nom d'Ifla à celui de Napoléon et de la plus grande gloire française. Enfin, il compose un texte patriotique à l'aide des œuvres d'art ou des donations qu'ils offrent à la nation. Ils espèrent que ce texte, par la vertu du don, scellera leur nom dans l'histoire de France. Et ce texte sera préservé tel quel par la nation au musée, gardien ultime de leur mémoire. Pour ces collectionneurs, des toiles comme le paysage de l'Angélus et les cuirassiers de 1805 de Meissonnier forment des grands caractères mobiles les plus appropriés. Aujourd'hui, je voudrais qu'en contemplant l'Angélus, vous puissiez entrevoir ce rêve d'éternité qui rôde encore, pâle et froid, entre les cimaises du musée. Un rêve qui fonde ici la présence même du tableau, à quelques mètres d'ici. Je vous remercie. Merci, vous nous donnez envie de collectionner, bien sûr, de donner avis aux amateurs, et aussi peut-être de reconsidérer les œuvres comme des choses matérielles, mais également des personnages. Après tout, ce Chauchard qui voulait que ses œuvres l'accompagnent, vous prenez la version basse, mais on peut imaginer que c'était ses amis, etc. Bref, mais là, je délire un peu.